Bonjour, bonjour à ceux déjà connectés. Bienvenue sur cette webconférence. Je vois que nous sommes un petit nombre pour le moment. Je vous propose de patienter un petit peu le temps que tout le monde nous rejoigne. J'aimerais m'assurer que vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas de recul là-dessus, et vous avez une petite fenêtre de chat sur le partage. Si vous pouvez vous manifester simplement pour me signaler si tout le monde m'entend correctement. Ce serait fort aimable à vous. Si l'un de ceux déjà connectés peut nous confirmer que le son est bon. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, votre son est coupé, donc je vous invite à me répondre sur le chat si c'est possible. Me confirmer que tout le monde m'entend bien. Bonjour, bienvenue. Je vois que d'autres nous rejoignent. Alors, je vous ai redonné le contrôle du micro. Voilà. OK, c'est super, parfait. On m'entend a priori. Merci beaucoup. On va encore patienter un petit peu parce que nous ne sommes que 12 et il y a un petit peu plus d'inscrits. Je vais attendre que les repas se terminent. Bonjour Marion, bienvenue. OK, pas mal de monde. Voilà, on nous rejoint petit à petit, j'attends encore un petit peu. Bienvenue aux derniers qui viennent de nous rejoindre. Je laisse encore 2 petites minutes pour qu'on ait les derniers qui nous rejoignent.
Voilà, alors il est 14h03. Je vous propose de commencer cette webconférence sur le thème du coaching et de l'offre coaching nouvellement créée chez FIBA. J'ai prévu 1 heure, il y a de fortes chances qu'on ait fini un petit peu avant. Et en fin de séance, je vous proposerai bien entendu un moment d'échange par rapport à différents sujets ou aux différentes questions qui auraient pu se poser au fur et à mesure du déroulé de mes slides. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre qui est possible là sur le logiciel. J'y répondrai à la fin. Voilà. Petite précision aussi, alors vous avez une fenêtre de chat, une fenêtre de questions, il me semble. L'un comme l'autre, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai 1 ou 2 documents. Les slides en question, là, aujourd'hui, ne seront pas forcément partagés. Par contre, cette webconférence est enregistrée et sera ensuite disponible. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite ou quoi que ce soit, ce sera disponible. Et bien sûr, mes coordonnées seront affichées et communiquées à la fin. Voilà. Il y a également des documents, si vous avez accès déjà maintenant. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble de votre côté en tant que participant, mais j'ai mis en ligne des documents. C'est des documents que je vais parcourir pendant le déroulé, mais qui sont tout à fait disponibles et que vous pouvez télécharger d'ailleurs de votre côté. Hein. Voilà. Alors, je vous ai donc proposé cette webconférence sur le coaching, qui est l'un des métiers que j'exerce. Un métier encore assez peu exercé en cabinet d'expertise comptable. Et je vous propose de suivre un déroulé très général parce que le coaching est encore un métier assez méconnu et parfois il fait l'objet de mauvaises définitions. Donc, je propose de commencer par cette définition du coaching pour être bien sûr qu'on parle du même sujet, vous et moi. Ensuite, je m'attarderai un petit peu plus sur les particularités pour les chefs d'entreprise parce que c'est le public auquel s'adresse notre offre de préférence, mais il y a aussi tout un tas d'autres demandes auxquelles je peux tout à fait répondre en tant que coach sans aucun souci. C'est juste que c'est un coaching un peu particulier sur lequel j'aimerais insister. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu mon expérience et comment je suis amenée à devenir coach. Et enfin, je vous présenterai le panel d'offres spécifiques à FIBA qu'on vous propose là depuis la rentrée au sein de notre cabinet. Voilà. Alors, le coaching. 2-3 petites choses préalables. Je vais citer quelques exemples qui sont totalement neutres et anonymes. La base du coaching, c'est que je n'ai aucun préjugé et je ne me fais aucune idée préconçue sur les questions qu'on me pose. Donc, dans les questions que vous posez, elles seront de toute façon confidentielles, bien entendu, et je tâcherai d'y répondre de la même manière. Et n'ayez pas peur de poser vos questions. Il y a des fois des sujets un petit peu sensibles ou délicats dans nos sociétés, mais il n'y a pas de mauvaises questions de toute façon. Alors, définition du coaching. Alors, petite définition Google, hein, Google est notre ami. Le coaching est une méthode d'accompagnement personnalisé destinée à améliorer les compétences, la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation. Alors, de mon point de vue et de mon expérience, il y a 3 termes fondamentaux. Le premier, c'est méthode. On sent bien ici que c'est quelque chose de très professionnel. On n'est pas en train de s'asseoir sur un canapé et parler. Il y a une méthode, un process, une définition claire des étapes à suivre dans le coaching. C'est pas allez, on s'installe, on papote et on verra ce que ça donne. Il y a vraiment quelque chose de très précis, un déroulé. Donc, on parle bien d'une méthode et non pas d'une improvisation. L'accompagnement, c'est probablement le terme le plus important. J'y reviendrai souvent dans cette présentation. L'accompagnement, c'est par définition pas un conseiller, pas un formateur. Je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure. J'accompagne les individus, les équipes, les entreprises. Je ne suis pas un modèle, pas un exemple, rien du tout. Je suis là pour les aider à trouver leur solution. Personnalisé, c'est de l'évidence même. Il n'y a pas de solution miracle de coaching.
Chaque individu est dans une situation qui lui est propre, qui est liée à son environnement, à son entourage, à sa personnalité. Et donc, évidemment que la méthode reste la même, mais l'accompagnement est systématiquement personnalisé. Ce que je fais avec l'un ne sera pas forcément idéal avec l'autre. Et donc, tout ceci dans le but, effectivement, d'améliorer les compétences, d'atteindre des objectifs, de débloquer certaines situations qui sont parfois perçues comme des blocages. C'est juste un point dans une étape dans une vie et qu'il faut arriver à passer à autre chose, mais le coach est effectivement la solution dans ce cas-là pour arriver à sortir de cette situation. Petit retour aussi sur le mot coaching, qui, contrairement à une idée très répandue, n'est pas anglais, n'est pas du tout anglophone, mais français. Ça vient du mot cocher. Et le cocher, c'est effectivement le cocher qui emmène les personnes dans leur carrosse d'un point A à un point B. C'est tout à fait, l'image est tout à fait révélatrice du mot. Je vous accompagne de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui vers votre objectif, quel qu'il soit. Donc, on a des principes fondamentaux du coaching. Je reviendrai tout à l'heure sur la profession telle qu'elle existe, mais vous avez bien compris que c'est une approche professionnelle. On est dans un métier d'accompagnement. On suit un déroulement précis et très technique. Donc, il y a les outils principaux, c'est le questionnement. Donc, questionnement ouvert quand on incite et qu'on cherche et qu'on creuse avec le coaché la situation actuelle, le blocage, voilà, pourquoi le projet n'avance pas, pourquoi l'encombrement est toujours le même, l'encombrement mental, l'encombrement matériel, quelle est la situation actuelle, dans quel état d'esprit on est, dans quelle valeur on ne se sent pas bien en ce moment. On identifie les besoins. Alors, les besoins, c'est quelque chose de très important parce que ça conditionne notre état d'esprit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. La première ligne de besoin, c'est le besoin physiologique, donc manger, respirer, dormir. Quand vous avez faim, il y a fort à parier que vous n'arrivez pas tellement bien à vous concentrer sur votre travail. Donc, il faut d'abord satisfaire ce besoin-là pour pouvoir travailler correctement. Voilà. La notion de besoin et l'identification du besoin dans lequel on est très important, j'y reviens tout à l'heure. Et donc, dans ce déroulement, on utilise des outils et des exercices pratiques qui ont été développés par la profession. Il y en a à profusion. C'est pas moi qui travaille, c'est le coaché. Je l'oriente vers des exercices qui lui permettent d'avancer dans sa réflexion. Voilà. Tout ça pour atteindre un objectif. Objectif positif, orienté vers une solution positive. C'est très important, la formulation de l'objectif. Un objectif est forcément une phrase positive. On ne dit pas je ne veux plus être débordé, on dit je veux gagner du temps. Voilà. Ça peut passer d'un projet à un nouvel outil, une évolution personnelle. Alors, une évolution personnelle, c'est très simple, hein, c'est très simple et à la fois très vaste. Je suis dans une situation de deuil vis-à-vis d'une séparation, de la perte d'un ami ou d'un proche, et je veux sortir du marasme dans lequel je suis. Le coach n'est pas forcément là pour faire le deuil, mais atteindre une nouvelle situation, un nouvel état d'esprit, et ça se prête à peu près toutes les situations du quotidien. Ça va du chef d'entreprise qui dit j'ai telle activité, maintenant j'ai un nouveau projet qui connexe et je veux développer cette activité-là. Ça va se rajouter à mon agenda déjà très chargé de chef d'entreprise. Comment je fais? Par quoi je commence? Un coach est typiquement la bonne réponse qui va lui permettre d'y aller étape par étape, d'identifier où ça coince, quelles sont les limites. Il y a des vraies limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. Quelles sont les petites choses que je me dis dans ma tête qui ne sont pas forcément vraies, ce qu'on nomme les croyances. Et qu'est-ce qui est important maintenant pour moi, qui doit passer en premier. Voilà. Donc le coach va balayer tous ces points-là, faire travailler sur tous ces aspects-là,
mettre en place des actions qui vont lui permettre de déployer sa nouvelle activité et de ne pas passer à côté de quelque chose de peut-être très important, du style j'ai envie de faire je suis paysagiste, j'ai toujours fait des jardins traditionnels anglais et là j'aimerais bien faire des jardins japonais. Ouais, mais est-ce qu'en fait, peut-être que dans notre région ou dans une région du sud, les jardins japonais, en fait, ça ne marche pas. Des fois, le questionnement et la poursuite de l'objectif, quand on a la tête dedans, on peut passer à côté de certaines choses et le coach va permettre justement dans ces séances de balayer l'ensemble et de ne pas passer à côté de ça. Voilà. Ou alors, il me faut un nouvel outil que je n'avais pas pensé et en fait, il y a une limite très simple, c'est que le banquier ne va pas me prêter les sous pour l'acheter. Bon, voilà, c'est simple. C'est ce genre de questionnement qu'il est très important d'avoir et d'avoir une analyse globale. Et très important aussi, ne pas confondre un coach avec les autres professions d'accompagnement ou de conseil. Le premier, c'est le psychologue. Le coach n'est absolument pas un psychologue, c'est deux métiers totalement différents. Le psychologue répond à la question pourquoi. Il s'intéresse au passé pour que le patient soit plus à l'aise dans sa vie présente. Le coach répond à la question comment. Comment je passe de la situation présente à mon objectif que je veux atteindre. Donc, on voit bien là qu'il y a une démarche temporelle qui n'est pas la même. Le psychologue, il s'intéresse au passé pour expliquer le présent et permettre d'être à l'aise dans le présent. Le coach prend, entre guillemets, la suite pour aller vers l'objectif. Ça ne m'est pas encore arrivé dans ma carrière de coach, mais il est évident que si un coach détecte au cours d'un coaching que la personne en face a besoin d'un psychologue, le coaching va s'arrêter et il a le devoir de lui recommander d'aller voir un psychologue. Ça n'empêche pas qu'ensuite le coaching reprenne, bien entendu. À ne pas confondre aussi avec un technicien ou un conseiller, je dirais même aussi un formateur, c'est un petit peu les trois, le même sujet. Le conseiller et le formateur vont vous donner des techniques. Moi-même, je suis dans l'expertise comptable, je conseille les chefs d'entreprise dans la gestion des chiffres de leurs entreprises. À aucun moment, quand j'ai la casquette de coach, je ne vais leur dire comment améliorer leur marge. Ce n'est pas mon métier. Si l'objectif principal du coaching, c'est j'ai une insatisfaction par rapport aux résultats de mon entreprise, je veux atteindre ça. Je vais balayer avec le coaché l'ensemble des aspects qui peuvent être des chiffres, mais aussi peut-être une situation personnelle pas équilibrée avec la vie professionnelle et donc un investissement qui n'est peut-être pas suffisant ou mal réparti dans les deux sens. Peut-être de la communication qui manque avec les équipes, avec la clientèle, peut-être un marché concurrentiel mal connu. Des situations comme ça, on va les balayer en entier. À aucun moment dans le coaching, je vais lui dire « il faut que vous fassiez ça ». Il faut que vous fassiez appel à un publiciste, il faut que vous fassiez appel à un autre comptable, il faut que vous recalculiez ceci ou cela. Non, je vais lui poser les questions ouvertes, de sorte d'identifier tous les aspects, et c'est lui qui va, par sa recherche, comprendre où se trouvent les blocages. Et on va travailler ensuite dessus. Essentiellement lui, je vais l'orienter pour travailler dessus dans le bon sens. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais dire, allez trouver votre comptable et demandez-lui pourquoi votre marge est insuffisante et ce qu'il faut faire. Voilà. Le dernier point, le coach n'est pas un mentor. Très important, il y a un vrai amalgame entre mentor et coach. Moi, je suis coach, pas mentor. Il y a un coach américain extrêmement connu qui s'appelle Tony Robbins, qui a aujourd'hui, il me semble, dans les 65-70 ans, qui a fait une carrière très importante. C'est l'un des précurseurs du coaching. Le coaching, il y a une quarantaine d'années. Dans sa technique, il se comporte comme un mentor. Il prêche un peu sa bonne parole, si vous voulez, à la mode américaine, avec des halls pleins de 7, 8, 10 000 personnes. Et il va appliquer à tout le monde certaines doctrines qui leur permettra de mieux vivre ou d'affronter certaines épreuves. C'est très bien, il a certainement fait beaucoup de bien. Cela dit,
ce n'est pas la définition même d'un coach. Un coach va s'intéresser à une personne, une équipe, une entreprise, un projet, un objectif, et ne peut pas de la même manière traiter d'une seule fois 7 ou 8 000 personnes. Ce n'est pas du tout la même définition. Voilà. Les domaines d'application du coaching. Alors, le premier que tout le monde entend, c'est coach sportif. Ok, ça, tout le monde l'a déjà entendu, tout le monde l'a déjà comprend ce que c'est qu'un coach sportif. Peut-être pas aussi précisément qu'il le faudrait. Dans la plupart des schémas de préparation des sportifs actuels, je parle des sportifs professionnels ou amateurs d'ailleurs, mais qui ont les moyens d'avoir cette préparation-là, vous avez le préparateur physique, tout le monde comprend, c'est celui qui va s'occuper de la performance physique. Vous avez en général un nutritionniste ou un kiné ou un ostéopathe qui s'occupe, ou les droits, voilà, qui s'occupe plus de l'aspect préventif et curatif au niveau de l'organisme. Et vous avez le dernier, le préparateur mental. Le préparateur mental, c'est vraiment la personne qui va se comporter comme un coach. C'est-à-dire qu'il va accompagner le sportif dans la poursuite d'un objectif. Alors, l'outil le plus utilisé pour vous donner un exemple concret de préparation mentale chez les sportifs faite par un coach, c'est l'ancrage. Et d'ailleurs, si vous avez suivi un petit peu les performances de notre nageur national, Léon Marchand, il a évoqué lors d'une interview son préparateur mental et il a évoqué la préparation mentale à la victoire. C'est ce qu'on appelle chez nous l'ancrage. Et l'ancrage, c'est ça. Alors, vous avez un point de départ qui est une expérience qui a été vécue avec un ressenti. Qui dit expérience dit positive ou négative. On peut utiliser les deux. Là, en l'occurrence, dans son exemple, Léon Marchand évoquait l'une des toutes premières victoires qu'il a remportées sur une nage, je vous avouerai que je ne sais plus laquelle, où il a vraiment eu cette première sensation d'avoir gagné le défi, d'avoir atteint l'objectif, d'avoir rempli le contrat et d'en sortir vraiment avec quelque chose de plus. Voilà. On utilise cette expérience, on se la remémore, on se met dans un cadre un peu spécifique, on respire profondément, on ferme les yeux, un petit peu comme de l'hypnose, mais sans aller jusqu'à l'hypnose, et on va recréer mentalement pour la personne tout le déroulé de l'expérience telle qu'elle a été vécue. Donc, on crée une situation, on se remémore qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé jusqu'à la sensation de victoire. On ancre au moment ultime où Léon Marchand évoquait « là, j'ai senti que j'ai gagné, que j'ai rempli le contrat », qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là? Et le coach va aller très, 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 très loin dans le questionnement et dans le ressenti et va demander à son coaché d'effectuer un geste ou de se le remémorer, de trouver un petit tips qui va lui permettre de l'ancrer. De l'ancrer profondément, c'est-à-dire que c'est comme une mémoire musculaire. Là, on fait agir la mémoire du cerveau. On va ancrer dans le cerveau la sensation de victoire qu'il a ressentie ce jour-là. Plus tard, lors d'un nouveau défi, par exemple les Jeux Olympiques de Paris, la situation nécessite de recréer cette sensation et de remettre le coaché dans les prédispositions qui vont le conduire à la victoire, à cette sensation-là. Donc, on va redéclencher ce stimulus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va faire appel à la mémoire émotionnelle, la mémoire du cerveau, les deux marchent ensemble dans ce cas-là, voire même la mémoire corporelle aussi. On va redéclencher le trio, donc certains, vous voyez certains qui prennent de la terre dans les mains, la frottent, ou qui prennent de l'eau, enfin voilà, bref, une démonstration physique où la personne se replace dans ce contexte et recrée l'état particulier grâce à cette situation-là et à reproduire ce schéma. Il va recréer l'état particulier dans lequel elle était en victoire et ça lui permet de se
positionner au départ de la course comme s'il allait gagner, comme la dernière fois. C'est exactement un exercice d'ancrage et ça fait partie des éléments qu'utilisent le plus les coachs sportifs pour les professionnels dans ce domaine-là en particulier. Voilà un exemple pratique des outils qui sont utilisés et qui sont tout à fait déployables à d'autres activités que le sport, bien entendu. Alors, je vais revenir à mon déroulé. Le suivant, c'est le coach scolaire. Alors attention, là aussi, ce n'est pas le formateur. Hein. C'est pour nos étudiants notamment. Ça se fait beaucoup dans les grandes écoles. C'est quelqu'un qui va accompagner l'étudiant à trouver sa méthode. Alors, il y a multitude, encore une fois, de méthodes d'apprentissage pour retenir les éléments. Cette application même du coaching est là pour définir quelle est la méthode ou les méthodes qui s'appliquent à tel ou tel étudiant. Et c'est très utile et on voit d'ailleurs la plupart des fortes têtes qui sortent dans le haut du tableau ont développé et poussé leur méthode d'apprentissage au plus haut niveau. Le coaching d'équipe, probablement la discipline la plus technique pour un coach, puisque là, il s'agit de tenir compte des individualités, mais aussi du groupe et des attentes des chefs d'équipe ou supérieurs ou managers. Donc là, on va tâcher de rééquilibrer le groupe, d'améliorer la communication et de créer non pas 1 + 1 fait 2, mais 1 + 1 fait 3, c'est-à-dire que le groupe dans son ensemble a une motivation et des performances exponentielles quand il est cohérent et bien coaché. La discipline qu'on voit le plus et qu'on rencontre le plus en tant que coach, le coach de vie, coach en développement personnel, hein, on est sur les mêmes idées, les mêmes approches. Donc là, les domaines sont très, très vastes. En toute sincérité, quand on coach quelqu'un, on fait forcément du coaching de vie d'office. On ne peut pas s'appuyer sur un élément en particulier. Par exemple, quelqu'un qui me sollicite. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a sollicité pour être à l'aise avec la prise de parole en public. Il a forcément fallu qu'on travaille certains points dans sa sphère personnelle pour améliorer son estime de soi et permettre à l'exercice de s'améliorer, de fonctionner. Voilà. Et le dernier qui nous intéresse aujourd'hui, donc le coaching en entreprise. Le domaine est tout aussi vaste. On peut coacher des équipes, on peut coacher des chefs d'entreprise, des managers. C'est parfois le chef d'entreprise qui nous sollicite pour coacher l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. On intervient aussi dans le déploiement de nouveaux outils. Une usine qui se rééquipe et refond complètement son système de production. Il est bien d'avoir une approche de coach pour s'assurer que d'une part, tout le monde intègre bien le projet et qu'on atteint les objectifs qui sont fixés. Ce ne sont pas que des objectifs chiffrés ou ce ne sont pas que des objectifs humains. Il y a une dynamique de performance globale qu'il est bien de prendre en compte. Dans ce cadre-là, je vous propose un petit sondage qui me permettra de rebondir tout à l'heure sur le sujet du coaching en entreprise par rapport aux entrepreneurs et notamment quelles sont leurs demandes sur le coaching en particulier des chefs d'entreprise ou porteurs de projets. Voilà. Donc, je vous laisse y répondre tranquillement. Les réponses sont de toute façon confidentielles, cela va de soi. Et on y reviendra tout à l'heure quand j'en serai à ce chapitre-là. Voilà. Alors, normalement, vous êtes en train de le recevoir. Voilà. Voilà, je vous laisse y répondre. Parce que je vois que je ne peux pas partager l'écran autrement qu'en fermant le sondage. Donc, je vous laisse y répondre.
Donc, quelle est la demande la plus fréquente des entrepreneurs sur ces 5 points qui ne sont pas exhaustifs, bien entendu. Je vous ai mis là les sujets qu'on aborde le plus souvent quand il s'agit de coacher un chef d'entreprise. Voilà, alors je vois que quasiment tout le monde a voté. Du coup, je vais refermer le sondage qui nous permettra de reprendre les slides et j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors, là, les domaines d'application, on les a parcourus, on y reviendra tout à l'heure. La suite ne veut pas s'afficher. Ah, voilà. Alors, la profession de coach, juste brièvement pour vous expliquer un petit peu, c'est une profession qui est très récente, hein, il y a moins de 50 ans de recul, il y a à peu près 50 ans maintenant aux États-Unis, qui était l'un des premiers pays à développer cette profession. On commence à la voir en Europe un peu plus, dans les pays anglophones encore un petit peu plus, et l'un des pays qui le pratique le plus, c'est la Suisse. C'est vraiment très très bien intégré au développement de projets dans ce pays-là, qui est un petit peu à l'avant-garde sur ce sujet-là, mais c'est tout de même un métier en construction. Il n'y a pas de diplôme d'État, dans aucun pays d'ailleurs, il n'y a de diplôme d'État de coach. Il y a aujourd'hui une certification professionnelle et essentiellement 2 fédérations. Donc l'IFC, qui est un organisme international qui a démarré aux US, qui tend à regrouper l'ensemble des intervenants et des organisations de coaching, et le MCC qui est plus sur l'Europe et qui, comme vous le voyez, parle aussi de mentor, en différenciant de toute façon quand même les deux, hein, on a bien mentor et coach, voilà, parce qu'effectivement, ils associent un petit peu les deux dans le sens où il s'agit d'accompagnement. Donc, c'est en construction, les deux ne sont pas intimement liés. La plupart des écoles françaises de coaching sont adhérentes de l'une ou l'autre, voire les deux. On construit tout doucement le métier. On a maintenant un semblant de code de déontologie. Encore une fois, la problématique de départ, ce n'est pas un diplôme d'État protégé, donc peut aujourd'hui se présenter comme coach qui veut. Mais nous, entre coachs certifiés, on essaye d'avoir quand même une cohérence et un cahier des charges relativement commun. Donc, avec des aspects phares, dont le premier est l'auto-coaching. La première personne que coach un coach, c'est lui-même. Donc, je teste sur moi l'ensemble des exercices et des outils pratiques que j'utilise avec mes coachés. Bien sûr, je ne les utilise pas de la même manière selon mon cas de figure, mais ça me permet quand même de m'assurer qu'ils sont efficaces et utiles. Je suis aussi, et on est tous d'accord là-dessus, la supervision. Alors la supervision, il n'y en a pas un qui se prétend meilleur coach que l'autre, hein, c'est pas ça du tout. C'est que lorsqu'on est sur un coaching, on va systématiquement faire appel à un autre confrère de la profession pour s'assurer que notre démarche est juste, qu'on avance dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du coaché, qu'on n'a pas loupé des points d'attention, qu'on a balayé l'ensemble des fondamentaux du coaching, que sont les valeurs, les croyances, les besoins, les limites, qu'on respecte l'éthique et l'écologie vis-à-vis de l'ensemble, de l'environnement, des personnes, du coaché. Donc la supervision, c'est vraiment, j'ai un sujet que je ne sais pas comment traiter, je vais faire appel à un autre coach et demain, j'en aurai un autre pour le même coaché, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose de très vivant et qui nous fait grandir et évoluer dans la profession. On se forme tous. Alors moi, j'ai ce que j'appelle mon quart d'heure coaching. Donc tous les jours, je me documente environ 15 minutes sur ce sujet-là. Souvent, ça déborde, ça dure beaucoup plus que 15 minutes, mais 15 minutes, c'est mon minimum. On continue à faire des formations, on continue à apprendre.
on est sur du développement personnel, donc on est très lié à la société et aux évolutions sociétales. Un exemple tout bête, l'IA, aujourd'hui, remet en question tout un tas de nos méthodes de travail, mais aussi dans notre vie quotidienne. Et ça doit faire l'objet d'un réajustement de nos techniques de coach. Et il va de soi que tout ça se fait dans le respect. Alors, je pense maintenant de nouveau à Tony Robbins aux États-Unis, qui à un moment donné apprenait aux personnes à marcher sur le feu. Bon, c'est une technique comme une autre pour faire grandir l'estime de soi. On n'est pas dans cette démarche-là. Respect, ça veut dire je respecte l'individu, je respecte ses proches, je respecte à la fois son corps physique, je ne vais pas lui imposer de marcher sur les flammes, et je respecte son point de vue, son opinion, bien entendu. Et dans l'autre sens aussi vis-à-vis du coach. Éthique, à aucun moment un coach ne va conseiller, et si vous avez bien suivi, déjà il ne devrait pas conseiller, mais conseiller quelqu'un de faire quelque chose de nuisible à lui-même ou à autre. C'est pas possible. Ça, c'est de toute façon pas admis. Il faut que ça soit éthique et écologique sur tous les plans. Et bien sûr, tout ça se fait sous stricte confidentialité. Il n'y a jamais aucune information qui ne sort nulle part. Bon, ça, c'est clair et net. Hein. En résumé, donc, la définition du coaching tel qu'on tend à le vouloir dans la profession, on est bien sur une approche professionnelle. Qui dit professionnel dit diplôme, donc de préférence, si vous vous adressez à un coach, veillez toujours à ce qu'il ait une vraie formation certifiante de coach professionnel. Il y a plusieurs écoles qui la délivrent en France. C'est une formation qui ne se fait pas en 2 jours, aucunement. C'est absolument impossible. Il y a au moins entre 200 et plus de 1000 heures de formation initiale de base. Pour accompagner, donc on est toujours sur je emmène quelqu'un vers quelque chose, une démarche orientée du présent vers le futur. Le passé n'est là que pour expliquer certains points, mais en aucune façon on va analyser le passé. Ce n'est pas notre métier, ça c'est pour le psychologue. Nous, on s'occupe d'aller vers l'objectif. Et tout ça, bien entendu, dans un partenariat de confiance et d'éthique. Alors, confiance, petit focus là-dessus. La confiance est primordiale. Sans confiance, vous ne pouvez pas tout dire à votre coach. Or, il faut, ce n'est pas forcément nécessaire, mais il faut être en mesure d'aborder tous les sujets. Ça se rapproche à dire, et ça vous est peut-être déjà arrivé, quand on sollicite un psychologue, par exemple, ou nutritionniste, ce genre de profession, on a besoin d'être à l'aise avec la personne. Et très vite, on va le savoir. En général, il ne faut pas 4 séances pour se rendre compte qu'on n'arrivera pas à faire confiance à ce psychologue et à tout lui dire. Ben, le coach, c'est un petit peu pareil. Il y a une dimension très, très individuelle et très personnelle là-dedans. Ça n'est pas encore arrivé, fort heureusement, mais je suis tout à fait ouverte à ce qu'un jour, quelqu'un me dise « Vous êtes peut-être une bonne coach, mais pas pour moi ». Et bien, c'est tout à fait normal et il n'y a pas de souci là-dessus. Et il faut être vraiment conscient de « je suis bien avec cette personne, je vais pouvoir avancer à côté de cette personne-là ». C'est très important. Donc, ça veut dire faire une confiance totale, bien entendu. Et l'éthique. Et pour résumer ce premier volet de ma présentation, petit proverbe tibétain, ne marche pas en avant de moi, je ne pourrais pas suivre, ne marche pas en arrière de moi, je ne pourrais pas bien me conduire, marche à mes côtés en ami. Voilà, l'ami, c'est le coach. Alors, petit résultat de notre sondage. Voyons voir un petit peu. Donc, les spécificités des entrepreneurs, les demandes. Alors, vous êtes près de 80% à avoir évoqué l'organisation, la gestion du temps. 58% l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un petit peu 2 items qui se rejoignent, effectivement. 32% qualité de communication et posture, tout à fait. Identité managériale et conduite de projet. Alors, l'identité managériale est plutôt en dernier, en réalité. Par méconnaissance, je pense, très sincèrement, parce que quand on creuse un petit peu, on se rend compte, le coaché, le chef d'entreprise ou le manager se rend compte qu'il a besoin, généralement,
de définir son identité managériale. Voilà. Conduite de projet, oui, c'est pas forcément la demande initiale. C'est vrai que c'est pas le premier des items, mais on est quand même sur quelque chose d'assez fréquent. Alors, je vais juste essayer de voir. Tac, tac, tac. Est-ce que... Voilà, comme ça, vous avez effectivement les résultats. Ça reste effectivement la demande initiale tourne autour de l'organisation, gestion du temps, etc. Alors, par rapport aux entrepreneurs, je vais revenir à mon... Tac, voilà. Voilà, donc nos entrepreneurs, les attentes, le format spécifique et les résultats. Donc, les entrepreneurs ont, voilà, en général, deux types de demandes. La première relative à l'entreprise et la deuxième à l'humain. On retrouve ici l'équilibre pro-perso, la posture, un petit peu moins effectivement la légitimité, donc ça c'est plus l'identité managériale. L'optimisation du temps, la conduite de projet, tout ça reste un petit peu dedans, le changement d'orientation. Effectivement, c'est quand même, on voit là qu'on tourne un petit peu autour toujours des mêmes items. C'est pas forcément systématiquement la demande initiale. Je veux dire par là, les gens viennent, me disent je suis débordée, je suis débordée, je suis débordée, mais j'ai quand même un truc, j'aimerais faire ça maintenant. J'ai toujours été débordée, c'est pas grave, mais j'aimerais faire ça maintenant, alors dites-moi comment je fais. Donc en fait, la vraie demande initiale, ça reste quand même la gestion du temps. On est bien d'accord. Alors, on va avoir des modalités de fonctionnement effectivement très particulières, notamment la souplesse, c'est-à-dire qu'il faut remonter dans le contexte. Un chef d'entreprise qui vient parce qu'il a une mauvaise gestion du temps, il va avoir du mal généralement à tenir les séances programmées. Voilà. J'y arrive pas, donc là, je suis obligée de décaler la séance. On peut faire ça demain ou après-demain, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, en tant que coach, je présente la souplesse nécessaire. Cela dit, je suis à l'écoute de ce qu'il me dit. Et généralement, c'est là que je lui dis, on va peut-être faire un petit travail sur ce que vous croyez être votre situation. Alors, je vais vous montrer la croyance. C'est un phénomène très important et un des fondamentaux du coaching. Voilà, le schéma de la croyance, elle engendre un comportement, on obtient un résultat, ce comportement, qui finalement nourrit la croyance. Sortons complètement du schéma du chef d'entreprise. Papa pense que son jeune adolescent de 15 ans est incapable de passer la tondeuse, il a un poil dans la main, il va couper l'arbre et ses doigts au lieu de couper l'herbe. Résultat des courses, il passe la tondeuse lui-même. Ça lui prend du temps. Et puis de toute façon, le gamin, il a toujours encore un baobab qui est dans la main. Donc, on a bien une croyance de départ qui nourrit un comportement, je continue à passer la tondeuse parce que c'est trop dangereux, il va se blesser. Résultat des courses, le jeune homme n'apprend toujours pas à passer la tondeuse et on est bien d'accord que ça continue de nourrir le fait que ce jeune homme n'a pas les capacités à apprendre ça. Alors, c'est très schématique, hein, on est bien d'accord, mais en identifiant les croyances chez le coaché, on va mettre un plan d'action d'ici la séance suivante pour lui faire radoucir et ramollir sa croyance. Dans mon exemple, on va demander à ce papa de dire la prochaine fois, prenez 10 minutes avant de démarrer votre tondeuse avec votre enfant pour lui expliquer comment elle fonctionne et faire une petite démo. Puis après, vous finissez, vous faites votre tonte. La fois suivante, on lui demande alors cette expérience. Oui, bon, il va falloir qu'il apprenne un petit peu, ça peut le faire. Donc, on progresse comme ça et progressivement,
sans aller directement à mettez-lui la tondeuse dans les mains, montrez-lui comment ça marche, vous verrez, ça ira. Non, le coach, il est là pour accompagner jusqu'au bout. Donc, il va y aller étape par étape. Donc, un chef d'entreprise qui est dans ce schéma tellement difficile de se dire je suis de toute façon dans une situation où je n'arrive pas à gérer mon temps, on va tout doucement, grâce là, dans ce cas présent, aux séances de coaching, lui apprendre à ce que c'est lui le maître du temps dans son agenda et c'est lui qui a les clés pour l'organiser autrement. Voilà, donc ça fait effectivement la souplesse, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais c'est vraiment ça. Donc le coaching en entreprise n'est pas le même du tout que quand il s'agit de développement personnel ou sportif, bien sûr. La réactivité, alors la réactivité, oui, parce que des fois, on a des exercices concrets. Je pense à la personne qui m'avait sollicité pour la prise de parole. Elle avait une séance en visio tout d'abord, donc je fuis, je ne sais pas prendre la parole en public. On a fait en sorte de chercher une occasion où elle pouvait faire quelque chose en visio. Ça s'était bien passé, donc on avait programmé la séance suivante quelques jours après. Tout était bien passé. L'étape suivante, c'était vous participez à une présentation, partiellement, pas seul. Tout ça avec l'employeur, hein, le chef d'équipe. Et à ce moment-là, ce qui était prévu, c'est qu'on se revoit en séance de coaching 3-4 jours après, sauf que ça s'était vraiment très, très, très mal passé. Et la personne a sollicité une séance de coaching le lendemain. J'ai tout à fait pu répondre à sa demande et c'était indispensable. Et bien sûr, en entreprise, c'est le moment où on peut pratiquer du coaching en équipe si c'est nécessaire et si ça s'adapte à la situation. Les résultats, ça c'est des statistiques, hein, je les ai pas, c'est pas moi qui les ai constatées, j'ai pas suffisamment de recul, vous verrez tout à l'heure mon expérience. On a un taux d'engagement des équipes, donc de motivation et d'implication multiplié par 5. En moyenne, la performance individuelle de chaque individu, alors ça c'est mesuré en entreprise, hein, c'est 120%, c'est quand même assez significatif, et un gain de productivité en moyenne de 5 fois le coût du coaching. Pour la personne elle-même, que ça soit un manager, bon là je suis dans le cadre du management, mais ça pourrait être aussi en cadre privé, un leadership clair et renforcé, dans le cadre privé c'est une identité claire et renforcée, une optimisation du temps et de son énergie, ça c'est généralement une conséquence, quand bien même ce n'est pas l'objectif principal, on arrive à retrouver un regain d'énergie systématiquement, toujours. Et une influence développée et une communication améliorée. Parce que plus clair. Le coach FIBA, c'est Bibi. Alors, qui suis-je? Mon expérience, ça fait 25 ans que je travaille, dont 20 en expertise comptable, avec des chefs d'entreprise de tous horizons. Ça va du micro-entrepreneur qui monte des stands sur les foires jusqu'à la multinationale en énergie. Voilà, j'ai un bon panel d'artisans commerçants du secteur. Ça reste mon vivier de clientèle principale. J'ai aussi quelques associations dans divers domaines. J'ai également travaillé 5 ans dans les entreprises en tant que comptable, donc au cœur du problème, ou plutôt au cœur du défi, je dirais. L'entreprise familiale, ça c'est l'expérience la plus parlante pour moi en tant que coach, puisque mon papa était chef d'entreprise. Mes repas de famille ressemblaient plutôt à des réunions du comité de direction. Et j'ai surtout souvenir, maintenant il est à la retraite, mais encore même les dernières années, de l'envers du décor. C'est-à-dire que quand on est salarié d'une entreprise, on ne perçoit pas tout ce qui se passe dans la tête du chef d'entreprise. Quand on est partenaire, banquier, expert comptable, avocat, juriste, là aussi, on ne perçoit pas tout ce qui se passe. Le coach est la personne qui peut voir l'ensemble et accompagner l'ensemble de tout ce que le chef d'entreprise ne dit pas, y compris à sa compagne ou son compagnon. Mes formations, donc j'ai effectivement obtenu le certificat professionnel de coaching de HEC, la Haute École de Coaching à Paris. Alors la mienne a duré 9 mois, mais c'est à la carte, hein, voilà, j'y ai passé à peu près 700 heures. Et dans le cadre de cette formation, j'ai réalisé 3 coachings
en test, mais des situations réelles, c'est-à-dire avec des personnes qui avaient vraiment une demande de coaching, avec déjà une supervision très forte, puisque dans le cadre de la formation, depuis, j'ai coaché à peu près une quinzaine de personnes en 2 ans. Voilà. Dans divers domaines, essentiellement en coach de développement personnel, mais aussi des chefs d'entreprise. Et je suis également, alors ça je vous l'ai juste mis pour la forme, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je suis également dans le cursus pour obtenir mon diplôme d'expertise comptable, ce qui va me prendre encore un petit peu de temps. Voilà, et je continue, bien entendu, à me coacher moi-même, à superviser d'autres coachs et me faire superviser, bien entendu, et à me former au quotidien. Mes centres d'intérêt, donc c'est ce que j'ai déjà évoqué, donc je suis très très attentive à la poursuite des objectifs des porteurs de projets. Alors les porteurs de projets, c'est très large, vaste, hein, c'est pas forcément que les chefs d'entreprise ou les créateurs d'entreprise. J'aime être un vrai soutien aux chefs d'entreprise. J'ai vu ce que ça donne de l'intérieur et je sais que c'est une posture compliquée. En France, il y a en plus un réel, c'est un petit peu compliqué d'être chef d'entreprise en France selon les situations, et il y a une vraie posture à adopter pour le vivre bien. Et c'est important parce qu'on en a besoin, les chefs d'entreprise et des dirigeants. Je suis aussi très attentive à l'organisation opérationnelle efficace. Alors, j'ai une famille nombreuse, je travaille à temps complet, j'ai une double casquette, je suis réserviste à l'armée. Tout ça est possible parce que, sans vouloir faire de... Voilà, je pense être relativement très très bien organisée et j'aime apprendre aux autres à trouver leur organisation. Je ne suis pas un mentor qui veut dire comment moi je fais et ça va marcher chez eux, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Comment gagner du temps, comment être productif, apprendre à savoir dire non, parce que c'est souvent un souci, un blocage. Et bien sûr, très important, l'équilibre pro-perso et l'estime de soi, ça c'est absolument primordial. On ne peut pas avancer dans aucun objectif sans avoir cette base. C'est fondamental. Je vois que l'heure tourne, j'accélère un petit peu aussi parce que parler de soi c'est bien, mais ce n'est pas forcément le sujet le plus... Mes valeurs. Les valeurs, c'est l'élément fondamental. Je ne vous ai pas montré, mais je vous ai partagé aussi dans les documents 2 autres slides qui sont ces deux-là. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la roue des valeurs. Ça fait partie des exercices qu'on fait faire aux coachés. Alors c'est un exemple. Hein. Là, la personne a identifié 10 valeurs que vous voyez ici. Donc l'universalisme, l'autonomie, la réussite, la conformité, la tradition. Elle les a évaluées, les couleurs et l'avancement de la couleur, c'est l'importance de la valeur dans le moment présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, cette personne-là souffre du manque d'autonomie qui est une valeur importante pour elle. Donc, on va travailler à ce que dans son objectif, cette valeur-là soit particulièrement respectée. La valeur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de votre enfance jusqu'à votre retraite. C'est quelque chose qui fait partie de vous, qui est très important pour vous. Je vous donne un exemple très simple. Le cabinet précédent dans lequel je travaillais n'avait pas les mêmes valeurs que moi. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas coach. Je n'avais pas identifié que c'était ça le problème. Je l'ai compris après, quand je me suis rendu compte que FIBA partage les mêmes valeurs, pas toutes, mais une grande partie des mêmes valeurs que moi. Et ça me permet d'être dans le confort. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, le confort de travail est important. FIBA attache une importance à notre confort de travail pour être épanoui et productif. Donc là, on respecte ma valeur, je m'y sens bien. Voilà, c'est des choses qui sont ancrées. Les valeurs, vous ne pouvez pas les changer. Elles ont juste une importance plus ou moins forte tout au long de votre vie. Et à côté de ça, vous avez la pyramide de Maslow des besoins que vous avez peut-être déjà vue, parce qu'elle est assez répandue dans plusieurs outils, notamment de management, où on explique donc les 5 besoins. Tant qu'on n'a pas comblé le besoin physiologique, hein, manger, boire, dormir, on ne peut pas combler le besoin de sécurité, avoir un toit, un emploi, quelques sous de côté, une voiture qui roule, voilà. Tant qu'on n'a pas le besoin de sécurité, on ne peut pas atteindre le besoin de combler son besoin d'appartenance à une famille, à une communauté, à une identité sociétale, etc., etc. Voilà.
Donc, on identifie toujours dans un coaching à quel stade on est dans cette pyramide-là. Donc, je reviens à mon slide précédent. Voilà. Donc, mes valeurs à moi, les voilà. Alors, je peux être votre coach même si nous n'avons pas des valeurs communes. C'est simplement pour que vous connaissiez un petit peu mieux. Le respect, l'écoute. J'aime être écoutée. J'aime écouter les autres. C'est évident. Je ne peux pas m'imaginer vivre avec des œillères. C'est pas possible. Le travail. C'est une valeur qui, parfois, on croit qu'elle est en mal en ce moment, qu'elle est un petit peu, ouais, qu'elle se perd, mais ce n'est pas tout à fait vrai, je ne crois pas. Ensuite, vous avez l'efficience et l'organisation. Pour moi, on ne peut pas être bien si on n'est pas dans sa propre organisation confortable, on n'est pas bien dans son organisation, tout simplement. Je terminerai cette présentation avec ma méthode. Voilà. Donc ça, ce sont les étapes que je vais suivre lors de mes coachings. Détermination de l'objectif, état des lieux, situation, exploration du présent. On identifie tout ce qu'il faut identifier pour avancer. Les besoins, les blocages, les limites, les croyances, les valeurs, etc., etc., avec des outils. Entre chaque séance, il y a un petit travail qui est fait. Ensuite, on se fait une petite visualisation de la situation. Donc là, on est vraiment dans de l'ancrage, par exemple, et dans des choses d'anticipation un petit peu, plan d'action, et on finit une dernière séance de suivi généralement avec un petit feedback, un petit retour sur les résultats obtenus, puis on ajuste. Si ça ne fonctionne pas, on change de fusil d'épaule. C'est pas grave, on a d'autres solutions. Je vérifie toujours aussi en démarrant ici que mon coaché est en posture de pensée positive, c'est-à-dire qu'il se conditionne à avancer, il se conditionne à ce que ça aille mieux, il adopte des pensées qui vont lui permettre d'aller plus loin. C'est « je pense positif », du coup, je suis en mesure de mettre en place des actions positives et grâce à ça, j'augmente ma confiance en soi, mon estime de moi, j'avance, voilà. On est dans quelque chose de concret, c'est pas du tout de l'abstrait, hein, c'est vraiment quelque chose qui est efficace, qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Je reproduis ce que je disais tout à l'heure, un environnement neutre et confortable, sans perturbation, stricte confidentialité, y compris dans le collectif. On dit tout ce qu'on pense. Je ne remets pas de support en dehors des exercices, c'est le coaché qui se crée son propre cahier de coaching finalement. Et voilà les différentes offres FIBA. Donc la première, il y a toujours une séance d'identification. Est-ce que je suis la bonne réponse à votre question? Est-ce que le coaching est la réponse à votre question? 5 séances minimum. En dessous de ça, il n'y a pas d'engagement, donc on n'avancera pas et on n'aura aucun résultat. Environ 1h, 1h30. On essaye de le faire en visio, en présentiel. On s'adapte, tout est faisable, tout est possible. Il y a énormément de coaching qui se passe en visio et ça se passe très bien. On fait des exercices, maximum 10 jours entre chaque, sinon on se désengage mentalement, sous confidentialité. Bien sûr, on peut aller au-delà de 5. 5, c'est vraiment le minimum. Généralement, c'est plutôt 10 en moyenne. Et je propose d'office un suivi post-coaching, nécessaire ou pas, donc à voir en fonction de ce qui se passe. Donc là, on est sur une offre à 500 € hors taxe. La deuxième, c'est du collectif. Toujours la séance d'identification générale avec le chef d'entreprise ou le chef d'équipe. Là, on fait des séances collectives maximum 8, sinon ça perd sa pertinence complètement. 2, 4 heures et encore 4 heures, c'est aussi très long. On fait des rendez-vous intermédiaires, au moins un, et inconclusif avec le manager, et toujours un suivi post-coaching. Il m'est arrivé de détecter, j'ai fait une fois une séance collective et j'ai abouti à finalement un coaching individuel du manager. Ça, pas de tarification, c'est vraiment à la carte. Et la petite offre réservée aux créateurs d'entreprises FIBA, généralement ça part dans tous les sens. Toujours la première séance offerte, minimum 3 séances, parce que là on est plutôt sur une mise en place d'un déroulement pour le projet. On peut bien sûr poursuivre l'accompagnement et faire un suivi si nécessaire pour le prix de 300 €. Voilà. J'en viens aux questions-réponses. Alors j'avais une question. Je vais commencer par celle-ci. C'était, je crois, Madame Fontaine.
qui m'avait... Pardon, excusez-moi. Attendez voir. Non, c'est pas ça. Ben, je les ai plus. Alors, je suis vraiment désolée, je les ai plus. Mes coordonnées, je vais vous les remettre. Elles sont là. Alors, elles sont là. Elles vont apparaître. Voilà. Je vous invite, je ne sais plus qui, je suis vraiment désolée parce qu'en fait, je ne suis pas sur ma session, donc je n'ai pas accès à mes mails. J'avais, il me semble, des questions et je vous invite, vous avez mon adresse mail ici, à me les adresser en direct à cette personne-là pour me les renvoyer et il n'y a pas de souci, on prendra un temps d'échange pour y répondre. Voilà. Alors, c'est le moment... Je reviens un petit peu en arrière des questions-réponses. Je ne sais pas si vous en avez. Je vous laisse tranquillement les poser. S'il y a des sujets que vous souhaitiez aborder, s'il y a quelque chose sur lequel je suis passée trop vite, si vous souhaitez revenir sur quelque chose ou sur le déroulé, voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous invite à les poser sur le chat ou éventuellement voilà, si quelqu'un a un sujet à aborder ou souhaite me solliciter sur quelque chose, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Surtout n'hésitez pas. Alors, a priori, pas de questions particulières. Ah, si. Alors, sous quelle forme travaillez-vous, en présentiel ou à distance? Alors, comme je l'ai dit, les deux. Tout dépend de la distance géographique. On est toujours encore sur, de préférence, une solution écologique et éthique. Donc, si la distance est trop longue, il s'agit de séances d'1 heure à 1 heure et demie, on va travailler essentiellement en distanciel. Après, je suis très mobile dans le cadre de mes missions chez FIBA sur à peu près toute l'Alsace. Donc, généralement, j'arrive quand même à faire au moins 1 ou 2 séances en présentiel. On s'en sort quand même. On arrive à caler ça dans les agendas sans faire trop de kilomètres. Voilà. Donc, je favorise le présentiel, si ce n'est pas possible, en distanciel, tout simplement. Voilà. Et je peux commencer à 8 heures et ça m'est déjà arrivé quand l'agenda le nécessitait, notamment pour la personne qui m'avait sollicité un petit peu en urgence une fois. J'ai fait une séance à 19 heures et c'était très bien. Il était ravi. Voilà, donc au niveau horaire, l'amplitude est relativement bien, sachant qu'il faut quand même être encore en bonne, comment dire, en bon éveil et pas trop fatigué de sa journée. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question, éventuellement ou pas? Je vous invite à la poser. Sinon, vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter par mail ou m'appeler directement. Je suis relativement joignable. Ah, voilà, la personne qui avait les questions me les a renvoyées par mail. Très bien. Ben, je me permettrai de vous rappeler ou de voilà, parce que je vais voir si j'arrive à me connecter. Si vous avez encore quelques minutes, je vais essayer d'y répondre tout de suite. Alors, de quoi s'agissait-il? Oui. Voilà. Alors, comment faire pour que dans une réunion, tout le monde écoute, les personnes ayant pris la parole jusqu'au bout? Ah! Alors, je ne suis pas conseillère en communication, ni formateur de formateurs. Là, on déborde un tout petit peu du coaching. La question suivante est pareille, comment faire pour que tout le monde arrive à l'heure? Alors ça, c'est... je vous donne la technique FIBA en interne. On démarre à l'heure. Une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, ils sont là tous à l'heure. Vous insistez un petit peu sur le fait qu'ils sont bien arrivés en retard quand tout le monde est installé, que vous avez démarré. Vous verrez que la fois d'après,
quand l'habitude est prise que les réunions démarrent à l'heure systématiquement et que la personne qui arrive en retard se fait remarquer par le fait qu'elle arrive en retard, ça fonctionne assez bien. Pour les stratégies de communication et maintenir, auriez-vous des conseils pour améliorer la communication pour que tout le monde lise et retienne toutes les informations, qu'il ne soit pas nécessaire de tout répéter de nombreuses fois? Alors, ce qui marche pour les uns ne marche pas pour les autres. Il y a des gens qui retiennent les informations de telle ou telle manière. Dans le coaching, on apprend ça aussi. Cela dit, je sens là un petit peu des prises de parole où vous n'arrivez pas forcément à obtenir l'attention de tout le monde et tout. Je vous invite à essayer de trouver une petite formation communication qui serait adaptée à ce sujet-là précisément. Voilà. J'espère avoir répondu à votre demande. Oui, a priori, tout à fait. Ce n'est pas vraiment du coaching. Là, il s'agit de savoir animer et de savoir présenter. Bien, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, questions plus poussées, il n'y a pas de souci. Vous avez mes coordonnées. Je vous remercie pour votre participation et votre attention et j'espère vous avoir donné goût au coaching, à l'auto-coaching, si jamais. À très bientôt. Au revoir.